Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier les inégalités de richesse et de pauvreté à l'intérieur des pays. Pour cela, je vais prendre deux exemples de deux métropoles mondiales, New York et Mumbai. Quand on regarde les photographies de ces deux métropoles mondiales, on constate qu'elles ont toutes les deux des différences et des points communs. Si je commence par les points communs, on constate que ces deux métropoles ont des quartiers avec des grands gratte-ciel et des grandes tours. Ce sont des quartiers riches. Inversement, il existe de la pauvreté dans ces deux métropoles. À Mumbai, là par exemple, on voit ici un quartier pauvre, c'est un bidonville avec des maisons fabriquées en matériaux de récupération. Et puis là, nous voyons donc deux tentes de sans-abri, donc sous un pont new-yorkais. Donc, ça veut dire que ces deux villes ont des quartiers riches et aussi des quartiers pauvres, ou en tout cas des populations pauvres. C'est leur point commun. Ce qui se passe, c'est que New York, c'est une ville qui se trouve aux États-Unis, ici en Amérique du Nord, et c'est donc dans un pays riche et développé, hein. L'IDH est largement supérieur à 0,9, donc les conditions de vie à la base, y sont bonnes. À Mumbai, là par contre, qui se trouve en Inde, donc en Asie du Sud, on se trouve ici dans un pays émergent. Les conditions de vie sont moyennes. Et ce qui se passe, c'est que bah, pour le coup, c'est pas les mêmes conditions de vie à la base dans le pays en Inde que aux États-Unis. Pour autant, on vient de le voir, elles ont toutes les deux, ces villes, des inégalités de richesse et de pauvreté. C'est ce qu'on va essayer de voir là maintenant exactement. On va commencer d'abord par étudier la ville de New York. La ville de New York, représentée ici, elle a des quartiers riches et des quartiers pauvres. Je vais prendre un exemple de quartier riche, ça va être le quartier financier de Manhattan, représenté ici avec ses grands gratte-ciel. Et puis, je vais prendre un quartier pauvre, c'est le quartier de Morrisania et Crotona, dans le Bronx, qui est représenté ici avec donc des immeubles beaucoup plus petits, un terrain plus ou moins vague. On sent que la rue, fait déjà, c'est pas le quartier le plus favorisé. Si je regarde un peu plus près, là maintenant, le quartier financier de Manhattan, eh bien là-bas, on peut trouver des logements luxueux en grand nombre. Là, par exemple, vous avez un 7 pièces, donc un appartement qui fait 7 pièces, plus chambre, on va dire plus salle de bain, cuisine, etc., bien évidemment. Il fait 339 mètres carrés. Il coûte un loyer mensuel, donc de tous les mois, de 24 000 euros. C'est quand même pas rien, tout le monde peut pas se payer ça. C'est vraiment réservé à les très riches. Et donc après les pièces à l'intérieur, hein, vous avez un énorme salon avec une magnifique vue, une très grande cuisine. Vous avez plusieurs chambres. Donc là, il y a de la place, très clairement. Inversement, si je vais cette fois-ci donc dans le Bronx, dans le quartier pauvre de Morrisania et Crotona, là déjà il y a tellement de pauvreté qu'il y a seulement 5% de propriétaires parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et bon, en moyenne, un loyer là-bas, c'est plutôt 2 150 € pour un 75 mètres carrés, un grand 75 mètres carrés, hein. Ça fait un grand deux pièces, plus salle de bain, cuisine, etc. Là-bas, pour le coup, il y a tellement de gens qui n'ont même pas les moyens de payer un tel loyer par mois que bah, il y a énormément de logements sociaux, hein. Plus de 20% du parc immobilier là-bas, ce sont des logements à loyer modéré pour permettre donc justement aux gens de se loger. Donc ces grandes tours que vous voyez ici, ces grandes barres d'immeubles, ce sont des logements sociaux. Mais même le logement privé n'est pas forcément favorisé, comme on le voit par exemple ici, hein. Souvent, les habitations sont un peu plus surchargées. Il y a un peu plus d'habitants, effectivement, là, pour le coup, que de mètres carrés disponibles. Ce n'est pas seulement les conditions de logement qui sont différentes, hein, c'est même plus que ça. C'est, de manière générale, les conditions de vie qui sont très différentes et qui sont très inégales entre les habitants du quartier riche, du quartier financier de Manhattan et du quartier pauvre de Britannia et Crotona. En moyenne, un foyer qui habite donc en fait dans un appartement à Manhattan, enfin dans le quartier financier, va gagner à peu près 140 000 dollars par an, contre seulement 25 000 dollars par an, hein, de nouveau, dans le quartier pauvre de Britannia et Crotona. Ça a des conséquences surtout, pas seulement sur dans quoi je puis me loger,
mais aussi donc en fait sur d'autres critères qui dégradent les conditions de vie. Déjà, ce salaire-là est insuffisant, c'est pour ça que vous en avez quasiment un tiers des habitants qui sont sous le seuil de pauvreté, contre moins de 8% donc dans le quartier riche. Vous en avez 13% qui sont au chômage, contre 4% dans le quartier riche. Les revenus sont tellement peu importants que c'est quand même 58% de la totalité des revenus qui sont payés dans le loyer, ce qui laisse beaucoup moins d'argent après pour payer, bah, par exemple, l'alimentation. Les gens achètent moins de nourriture pour pouvoir vivre. Donc c'est pour ça que vous en avez 25%, un quart, qui vivent avec une situation d'insécurité alimentaire. Autrement dit, ils ne mangent pas totalement tout ce qu'il faudrait pour être en bonne santé. D'ailleurs, la preuve, c'est que la proportion de personnes qui mangent au moins un fruit et un légume par jour, elle est plus faible donc à Morissania et Crotona, 83%, contre 94% donc dans le quartier financier. Donc en fait, on y est plus pauvre et on mange moins bien, puis on est moins bien logé. Mais c'est aussi des inégalités de santé. En moyenne, on perd 9 ans d'espérance de vie quand on vit dans le quartier pauvre, donc de Morissania et Crotona par rapport aux habitants du quartier financier. L'espérance de vie est seulement de 77 ans, contre 86 ans dans le quartier financier de Manhattan. C'est énorme comme différence, 9 ans. On meurt plus jeune, c'est préféré. Et les gens, comme ils ont moins d'argent, ils se soignent moins bien, et donc il y a beaucoup moins de personnes qui se déclarent en excellente ou très bonne ou bonne santé. Ça a un impact, la pauvreté. Ça a enfin un impact sur les inégalités de l'éducation. En effet, il y a des écoles partout, donc il y a un accès possible. Pour autant, les difficultés de la vie font que bah, les gens n'en profitent pas forcément. Il y a par exemple 37% de taux d'absentéisme dans les écoles de Morissani-Crotana. C'est en fait des enfants qui vont rater énormément de cours pour différentes raisons. Mais par rapport aux 6% qu'on voit dans le quartier très riche, c'est une sacrée différence. Ce qui fabrique bien évidemment de l'échec scolaire, hein, qui se traduit par exemple, vous avez quasiment plus d'un tiers des élèves qui ne terminent pas le lycée, qui quittent l'école avant d'avoir obtenu leur diplôme de fin d'année au lycée, l'équivalent du bac, contre seulement 4% dans le quartier riche. Vous en avez seulement 20% qui vont faire des études universitaires, donc qui vont aller à l'université, contre 85% donc dans le quartier financier de Manhattan. C'est bien pour ça qu'après, ils ont les meilleurs métiers, les meilleurs salaires, parce qu'ils ont fait des études universitaires. Attention, ce n'est pas une obligation d'être forcément super bien payé quand on a fait des études universitaires, mais il y a un lien quand même, grosso modo. Alors que, bah, pour le coup, quand on va quitter l'école très tôt, généralement, c'est ça qui va faire qu'après, vous allez avoir des métiers moins bien payés ou un taux de chômage plus élevé qui fait que bah, vous êtes plus pauvre après. Donc très clairement, hein, ces inégalités de richesse et de pauvreté, elles expliquent des conditions de vie totalement différentes dans les deux quartiers. Elles s'expliquent justement en fait par le fait que la pauvreté, elle s'entretient. C'est le cycle infernal de la pauvreté. Quand on est pauvre, on mange moins bien, on se soigne moins bien. Donc déjà, on meurt plus jeune. On le répète, hein, 9 ans d'espérance de vie en moins par rapport au quartier le plus riche à Manhattan. De même, la pauvreté fait que on a plus de risques de se retrouver en échec scolaire. Ce qui fait qu'on a plus de risques d'avoir des salaires plus faibles ou de se retrouver au chômage. Donc de rester dans la pauvreté. Et c'est un cercle infernal qui s'entretient. Alors qu'inversement, à Manhattan, on a le cercle vertueux de la richesse. Autrement dit, puisqu'on est riche, a priori, on va mieux manger, on va mieux soigner, ce qui fait qu'on va mourir plus vieux. On le répète, 9 ans d'espérance de vie de plus par rapport au quartier pauvre. Et puis, bah, a priori, on aura plus de chances de réussite à l'école. Donc, plus de chances de pouvoir avoir un meilleur salaire, des salaires élevés qui permettent donc après d'entretenir la richesse. Donc, forcément, ça s'explique, ces différences de conditions de vie par la richesse et la pauvreté. Et elles sont visibles dans la ville par la ségrégation socio-spatiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les riches et les pauvres, en fait, ils vivent séparément dans des quartiers différents. Donc, par exemple, les pauvres, on va les voir, par exemple, ici dans le Bronx. Donc là, on a le quartier justement de Crotania et Morrisania, où là, effectivement, on a entre 27 et plus de 50% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Même chose dans le Bronx, oh, pardon, à Brooklyn. Alors que par exemple dans le sud de Manhattan, si j'ai fait exception de ce quartier-là, bah là par contre la population est beaucoup plus aisée. Vous avez moins de 10% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et même dans certains quartiers moins de 5%. Donc là, effectivement là pour le coup, les gens vivent
vraiment dans des quartiers différents. Ça crée des sentiments d'injustice sociale qui peuvent augmenter les risques d'émeutes sociales. Même si New York n'a pas connu énormément, d'autres villes, par contre, en connaissent beaucoup plus régulièrement, parce qu'ils vivent les mêmes problèmes. Est-ce que ça veut dire que la visibilité des inégalités de richesse et de pauvreté ne se voit seulement que quand on change de quartier? Non, elle peut se voir aussi à l'œil nu, parce qu'en fait, il existe aussi une autre forme de pauvreté, c'est pour, dans ce cas-là, les sans domicile fixe. Donc il y a deux catégories de sans-domicile en fait. Vous avez tout d'abord les sans-abri de longue durée. Donc eux, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus de logement et qu'ils vivent à la rue. C'est vraiment le cas typique là, par exemple, des deux personnes que vous avez représentées ici, hein, qui peuvent vivre et dormir dans le métro, qui peuvent vivre sur des cartons dans la rue. Donc là, la réinsertion est très très difficile. Après, vous avez 300 000 personnes qui sont des sans-domicile sans pour autant forcément dormir dans la rue. Ils peuvent alterner en par moment je dors dans la rue, parfois j'arrive à trouver de l'aide pour dormir dans un hébergement d'urgence ou alors effectivement chez un ami, mais il faut naviguer tout le temps. C'est une vraie galère pour trouver un logement fixe. Euh, et puis donc souvent pour ces conditions-là, on a du mal à trouver du travail. Ce qui fait que bah, souvent ça conduit à la mendicité qui pour le coup peuvent se faire même devant les boutiques riches des quartiers les plus riches de New York. Donc là c'est comme ça qu'on peut la voir, cette visibilité d'inégalité de richesse entre riches et pauvres, hein. Mais sinon il faut plutôt prendre le métro et voyager de quartier en quartier pour vraiment voir les différences en tant que telles. Ce genre de choses, on peut le voir aussi donc en fait à Mumbai, où il existe aussi des quartiers riches et des quartiers pauvres. Pour cela, je vais prendre un exemple de quartier riche, ce sera celui de Kumbala Hill, qui est représenté par cette photographie. Là encore, on voit de beaux immeubles, voire des grandes tours. Et puis donc un quartier pauvre en exemple, ce sera le quartier de Juhu, représenté ici par, bah, vous le voyez déjà tout de suite, on a compris, hein, c'est un bidonville. Je vais prendre d'abord l'explication avec donc le quartier de Kumbalaï, là, le quartier riche. Il y a même carrément une rue qu'on appelle la rue des milliardaires. Et bien, ce qui se passe, c'est que c'est là que justement s'est fait construire donc en fait euh, cette tour qui s'appelle la tour Antilia. Elle appartient au milliardaire le plus riche d'Inde qui s'appelle Mukesh Ambani. Et ben donc, ce qui se passe en fait, c'est que cette tour, c'est juste pour lui et sa famille. Elle fait 173 mètres de haut, elle a 24 étages et c'est que pour lui et sa famille à la base. Donc en fait, par exemple, là, les 6 étages ici, c'est des étages de parking parce que bah, il faut bien déjà garer ces 165 ou 163, je sais plus, voitures de collection. Donc il ne va pas les mettre dans la rue, hein, faut les ranger. Puis il y a de la place en plus pour les invités qui peuvent effectivement lui rendre visite, bien évidemment, sachant qu'il fait souvent des réceptions. Réceptions qui se font, par exemple, ici, en face des jardins suspendus. Donc, c'est là que se font souvent les grandes fêtes, les mariages aussi, hein, bien évidemment. Il y a entre les deux, là, par exemple, ici, les deux étages santé. Donc, il y a un spa, une piscine, il y a une salle de fitness, il y a même, effectivement, là, pour le coup, un centre médical avec un médecin, une infirmière qui travaille uniquement pour lui à l'année. Il y a, effectivement, pour le coup, après, les étages pour les invités. Comme ça, ils peuvent être en ce cas loger chez lui. Donc, ils ont chacun une chambre. Alors là, la chambre n'est pas en entier. Là, vous voyez seulement l'entrée, le salon, hein. La chambre, le lit est à côté. Chacun, bien sûr, possède dans ce cas-là donc, une salle de bain. Donc là, par exemple, c'est l'entrée de la salle de bain, ce qui sert de boudoir, pour avoir après donc tout ce qui est lavabo, toilette, etc. Bah, ce sera derrière. Donc si ça, c'est rien que pour les chambres d'invités, je vous laisse imaginer pour effectivement donc la famille qui ont leur propre 6 étages rien que pour eux. Donc en fait, chacun peut vivre dans son propre étage en fait, hein. Et puis donc vous avez aussi donc une salle de cinéma et de théâtre comme ça il n'y a pas besoin effectivement de sortir pour être diverti. En fait on peut tout faire sur place. Et puis on a même dans ce cas-là un héliport qui permet donc de faire décoller et atterrir des hélicoptères. Donc même pas besoin de sortir la voiture pour sortir, hein. L'hélicoptère c'est très bien aussi. Donc, bah ça montre des conditions de vie extrêmement luxueuses pour le milliardaire Mukesh Ambani, et c'est un peu le cas pour tous ses grands voisins. Peut-être pas dans le luxe, peut-être pas dans le luxe aussi extrême, mais quand même, c'est très confortable comme vie.
Inversement, plus au nord, dans le quartier de Juhu, là, les habitants, ils vivent dans un bidonville. On le reconnaît parce que là, vous avez des maisons fabriquées avec des matériaux de récupération, hein. Donc là, on voit de la tôle ondulée, on voit des bâches de plastique, etc. Et puis, elles sont construites de manière tout à fait illégale sur des terrains qui étaient disponibles à ce moment-là. C'est pour ça que là, par exemple, c'est construit à côté d'un aéroport. C'est pas l'endroit idéal, mais bon. Et bah, pour le coup, les roues sont étroites, les rues, je veux dire. Et puis, donc, bah, souvent, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Ou alors, si on l'a installé, c'est de manière beaucoup plus récente. Mais c'était pas le cas au départ. Pour voir un petit peu comment sont les conditions de vie des habitants dans les bidonvilles comme à Sud-Juge, il y a un film qui s'appelle Slumdog Millionnaire, qui est un gros succès public et critique, qui raconte justement la vie des habitants là-bas. Bon, en 20 ans, les choses ont changé, ont évolué, mais je vous montre ça pour vous donner quand même des indications de conditions de vie. Donc par exemple, les enfants, comme il n'y a pas de place dans le quartier parce qu'il n'y a pas de terrain de sport, les rues sont trop étroites, ben, ils vont jouer sur donc la piste de l'aéroport voisin, qui est juste à côté. Et bah, c'est forcément très dangereux parce que c'est l'endroit qui atterrissent et décolle les avions. Mais bah, c'est là où il y a de la place, donc c'est là qu'ils vont. De même, bah, pour le coup, comme les rues sont trop étroites, il n'y a pas de ramassage des ordures possible. Donc les gens vont jeter leurs ordures à côté, ça devient une véritable décharge à ciel ouvert. Et bah, certains en profitent pour travailler là-bas, histoire de ramasser des déchets pour essayer de revendre ce qui est récupérable. Mais bon, en termes d'hygiène et de sécurité, c'est vraiment pas l'idéal. D'un point de vue sanitaire, c'est catastrophique. De même, donc les maisons ont été construites sans avoir la possibilité d'avoir des canalisations pour avoir l'eau courante. Donc pour le robinet et les toilettes avec des chasses d'eau, bah il y en a pas. Donc résultat, bah, bien souvent les gens ils sont obligés de faire leurs besoins à l'extérieur du quartier. Je vous conseille très fortement d'aller sur YouTube et de taper donc le titre du film Slumdog Millionnaire toilettes. Vous allez voir un petit extrait de film de 3 minutes qui vous montre comment ça se passe, les toilettes à l'air libre. C'est, voyez-le, voilà, ça vous donne les conditions de vie différentes par rapport à Mukesh Ambani avec ses toilettes. À l'école, c'est pas du tout aussi les mêmes conditions, hein. Mukesh Ambani, il a envoyé ses élèves, ses enfants même à l'étranger pour faire les meilleures études possibles. Là, les enfants, ils sont dans une salle de classe, tous serrés les uns contre les autres. On peut estimer qu'il y en a à peu près 80 salles de classe pour un professeur. Ils n'ont pas tous de place pour s'asseoir sur un banc. Là, on en voit par exemple là qui sont contre le mur parce que bah, il y a pas assez de place pour tout le monde. Et puis même hein, là, il y a même pas assez de tables, de place de table pour tout le monde quoi qu'il arrive. Même me livre. Là, dans l'extrait, ils sont en train de lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et bah, clairement, il n'y a pas beaucoup de livres. Donc là, inutile de vous dire que la réussite scolaire, elle n'est pas pour toutes les élèves dans ces conditions de travail et d'éducation. On fait ce qu'on peut, mais voilà quoi. Ces inégalités de richesse, elles sont donc visibles à Mumbai par la ségrégation socio-spatiale, comme à New York. C'est-à-dire que vous avez des quartiers qui vont être habités plutôt par les riches, donc ça va être les quartiers aisés. C'est ceux qui sont généralement plutôt sur la côte, avec notamment donc bah, le quartier donc de Kumbala où se trouve donc justement l'Antilia Tower, donc de Mukesh Ambani. Et puis de l'autre côté, vous avez les plus pauvres qui vivent dans les quartiers informels des bidonvilles, représentés en violet ici, un peu partout là où il y avait de la place. Faut imaginer que c'est à peu près 60% de la population de Mumbai, banlieue incluse, hein, qui, en fait, là, pour le coup, vivent dans des bidonvilles. C'est énorme. Et ce contraste, on le voit même à l'œil nu en termes de paysage, hein. Là, par exemple, sur cette photographie, on voit au premier plan bah, un bidonville, au deuxième plan, le quartier riche, avec ses grandes tours. Bien sûr, tout ça se traduit aussi par des conditions de vie différentes. Elles sont largement meilleures bah, à Mumbai, Malabar Hill, non, Malabar Hill, je ne pourrais jamais le prononcer celui-là. Et beaucoup plus faible, effectivement, ailleurs, notamment là où se trouvent les bidonvilles. Là, c'est mesuré par l'IDH, donc l'indicateur de développement humain, développement humain. Si c'est proche de 1, c'est très bonnes conditions de vie. Si c'est proche de 0, c'est moins bon. Bah, là, on voit bien que là, c'est moins bon, hein, concrètement. Ces exemples en fait de New York et de Mumbai, elles montrent que donc justement il existe déjà des inégalités de richesse entre les pays. Hein, il n'y a pas de bidonville pour le coup à New York, parce que c'est un pays déjà beaucoup plus riche. Pour autant, il existe des inégalités à l'intérieur des pays. Donc il existe aussi des pauvres aux États-Unis, malgré que ce soit fait à un pays riche. Tout ça, ça se mesure par l'indicateur qu'on appelle indice de Gini. Il se mesure entre 0 et 100. Alors quand c'est proche de 0, l'égalité est parfaite. Bon, ça n'existe pas, mais c'est pour dire. Et quand c'est proche de 100, c'est l'inégalité totale. Là encore, ça n'existe pas, mais c'est pour dire.
Et donc, bah, pour le coup, les États-Unis qui se trouvent ici, ils ont un indice de Gini de 42. Donc, les inégalités, elles sont fortes. Et en plus, elles ont tendance à s'accroître, là, dernièrement. Donc, c'est-à-dire que les différences entre les riches et les pauvres sont en train d'augmenter. Alors qu'en Inde, l'indice de Gini, il est de 35. Donc, les inégalités, elles sont moyennes, modérées. Et en plus, la tendance actuelle, c'est plutôt à leur réduction. C'est-à-dire que l'écart entre les riches et les pauvres est en train de se réduire. C'est plutôt une bonne chose. Bon, mais après, c'est quand même, par exemple, 60% des habitants de Mumbai qui vivent dans un bidonville. Il y a encore du travail à faire. Il y a donc des injustices sociales, clairement, il y a ces inégalités, et pour cela, la solution durable, très clairement, c'est d'améliorer les conditions de vie pour améliorer les besoins de base des habitants. Parce que si on n'améliore pas déjà ces besoins de base, on ne peut pas aider ces personnes-là à sortir de la pauvreté. Et pour cela, bah, faut déjà fournir un logement digne. Vivre à la rue, là, par exemple, c'est vous condamner à vous empêcher d'avoir un travail la plupart du temps. Parce que vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de réveil pour vous lever, etc., etc., pour recevoir votre fiche de paye. Enfin, c'est très compliqué pour vous laver, ce genre de choses. Avoir une meilleure alimentation, un meilleur accès aux soins, accéder à l'école et pas seulement accéder parce que c'est juste à côté, mais pouvoir y rester, y réussir. L'école, c'est quand même le gros moyen pour permettre aux gens de sortir du cercle infernal de la pauvreté. C'est un levier qu'il faut investir véritablement. Donc, résultat, il faut améliorer les conditions de vie, effectivement, pour le coup, des populations des plus pauvres par tous ces moyens-là. Après, on peut aussi essayer de favoriser la mixité sociale, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que on mélange les populations dans un même quartier pour qu'il y ait aussi bien des riches que des pauvres. Ça peut aider pour le coup des pauvres pour le coup à plus facilement s'en sortir, mais c'est pas facile. Puis en plus, c'est un choix politique que tout le monde n'accepte pas. C'est pas évident à mettre en place. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point d'ailleurs en plus. Pour résumer cette leçon, si on étudie les inégalités de richesse à l'intérieur des pays, si on prend l'exemple de New York, qui est dans un pays riche et développé que sont les États-Unis, en Amérique du Nord, et que l'on prend Mumbai, qui est une ville donc dans un pays émergent qui s'appelle l'Inde, qui se trouve en Asie du Sud, eh bien les populations de ces deux villes, elles vivent de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a de la ségrégation socio-spatiale. Ça veut donc dire que les riches et les pauvres, ils vivent dans des quartiers différents. Les pauvres, donc à New York, ils vont plutôt vivre dans des quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux où les loyers sont plus faibles que les prix du marché normal. À Mumbai, les pauvres, eux, ils vont plutôt vivre dans des bidonvilles qui sont fabriqués avec des matériaux de récupération. Souvent, il n'y a pas d'eau, d'électricité, donc les conditions de vie sont beaucoup plus dures. Après, euh, la pauvreté s'entretient malheureusement. Les causes, c'est quoi? C'est justement les inégalités de richesse à l'intérieur de ces pays, hein. C'est pas parce que les États-Unis sont un pays riche qu'il n'y a pas de pauvreté. Il existe donc en fait des inégalités fortes qui sont plus en augmentation, puisque l'indice de Gini montre qu'il est de 42 sur 100. C'est pour ça qu'il existe aussi des pauvres et des quartiers pauvres à New York, alors que c'est un pays riche. De même, en Inde, ce qui se passe, c'est qu'il y a des inégalités qui sont moyennes, modérées, et même plutôt en diminution d'ailleurs, parce que l'indice de Gini est de 35 sur 100. C'est pour ça qu'il existe, oui, aussi des grandes différences entre les habitants des bidonvilles et le quartier des milliardaires avec Mukesh Ambani. La conséquence de ces inégalités, c'est que bah, justement, on ne vit pas de la même façon qu'on vit dans le quartier riche ou dans le quartier pauvre, hein. Clairement, les conditions de vie sont beaucoup moins bonnes quand on vit dans un quartier pauvre. On peut moins bien se loger, moins bien se nourrir, moins bien se soigner, pardon, excusez-moi. On est moins bien scolarisé, on réussit moins à l'école en moyenne, et puis on meurt beaucoup plus tôt. Donc tout ça, effectivement, pour le coup, c'est une injustice sociale liée à ces inégalités de richesse. La solution durable, ça serait très clairement en fait d'essayer de réduire ces inégalités sociales et donc bah, pour le coup faire sortir les pauvres de leur situation, donc faire éradiquer la pauvreté en fait. Et donc pour cela, il faut permettre aux gens un meilleur logement qui soit digne, dans lequel on peut vivre, avoir une meilleure alimentation, donc accéder à une nourriture effectivement pour le coup accessible, des soins médicaux, à l'éducation pour sortir de la pauvreté. Il y a toujours la possibilité aussi de se dire, on peut essayer donc de réduire les inégalités de la ségrégation socio-spatiale par la mixité, donc on essaie de mélanger les riches et les pauvres dans le même quartier. C'est difficile, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est une piste possible. Pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez essayer de répondre à ces 6 flashcards questions-réponses qui sont présentés ici. Mettez la vidéo en pause le temps de répondre à ces questions-là et après vous relancez la vidéo pour voir la correction.
Allez, mettez la vidéo en pause. Alors, on pense que là, vous avez relancé la vidéo pour voir la correction, parce que vous avez répondu aux questions flashcards. Eh bien, c'est parti, voici la correction. Si jamais vous avez les bonnes réponses, bravo. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas de corriger ou de compléter ce qu'il vous manque avant que nous disions à la prochaine.